Bonjour tout le monde. Voilà, ma présentation porte sur les organismes artistiques à Montréal principalement. Ce que je cherche à faire, puis c'est vraiment un travail work in progress, c'est vraiment une réflexion que je vous soumets là, le matin. J'essaie de mettre en perspective, en fait, à partir de plusieurs recherches que j'ai menées récemment au Québec. J'essaie de mettre en perspective, en fait, cette transformation institutionnelle des organismes artistiques. Et je vais tout de suite essayer de circonscrire plus ou moins qu'est-ce qu'on entend par organisme artistique et les frontières du travail artistique. Ce que j'essaie de faire, finalement, c'est de montrer que ces organismes artistiques, finalement, illustrent toute cette partie considérable, en fait, du travail invisible d'artistes, qui est aussi, en fait, la principale source de leur précarité, que j'ai qualifiée de précarité plurielle. Alors, je m'appuie ici sur trois recherches récentes que j'ai menées. La première, la plus importante ici, une recherche en partenariat que je mène actuellement avec le Conseil des arts de Montréal, où l'idée, c'est ça, c'était d'observer en fait le changement à l'œuvre, un processus de transformation assez fondamental. On voit apparaître là des organismes, des organisations artistiques et culturelles complètement atypiques par rapport à ce qu'on pouvait observer il y a quelques années. Deux autres recherches, une assez grosse recherche d'équipe que j'ai menée avec les collègues que vous voyez dans la publication du rapport dessous, une grande recherche en fait sur le travail artistique dans quatre professions des arts de la scène, la danse, le théâtre, la musique et le cirque. On s'est intéressé aux carrières artistiques et en fait particulièrement aux enjeux de la transition de carrière. On a fait notre recherche là juste avant la pandémie. Troisième recherche, je vais m'appuyer pas mal là-dessus aussi, une approche plutôt en termes de politique publique. Quelles ont été les politiques publiques adressées au milieu artistique pendant la pandémie et quels ont été les effets de ça? C'est une recherche que j'ai menée en collaboration avec Laurence Dubuc. Alors, qu'est-ce qu'on entend par organisme artistique? Mon terrain ici, c'est Montréal, c'est pas l'ensemble du Québec, c'est la ville comme un périmètre là d'observation. On entend en fait toute une série de choses extrêmement hétérogènes, des regroupements d'artistes, des collectifs, des compagnies chorégraphiques, des centres d'artistes autogérés, etc., etc. Vous voyez quelques exemples ici de ce que j'observe. Ce qu'on a observé, en fait, c'est qu'on a vu vraiment une montée en puissance, en fait, un nombre de créations assez important, à la fois pendant la pandémie, mais aussi un deuxième mouvement, en fait, de transformation d'organismes plus anciens, en fait, qui changent complètement à la fois leur structure et leur finalité pour poursuivre autre chose. Et donc, des compagnies, par exemple, chorégraphiques très classiques, avec un ou une chorégraphe et les interprètes, eh bien, on voit en fait une métamorphose de ça. Qu'est-ce que ça nous dit sur le travail? Comme je l'indiquais tout à l'heure, ces actions, en fait, ces collectifs portent en fait des actions expressives. Je vais définir tout à l'heure ce qu'on entend par là, mais qui nous amène à vraiment mobiliser une vision élargie et fortement renouvelée des frontières du travail artistique. Alors, ce travail artistique, tant dans les politiques publiques, en fait, que dans ce qui est porté par les milieux eux-mêmes, comme je t'ai dit en introduction, porte souvent sur une partie très congrue du travail créateur. Et en fait, d'après la loi, il y a un statut d'artiste au Québec. C'est quoi ce travail qui existe en tant que tel? Mais justement, c'est l'engagement contractuel qu'il peut y avoir entre une interprète et des producteurs. Alors, producteurs au sens de la loi, c'est les chorégraphes, les éditeurs, les metteurs en scène, metteuses en scène, etc. Or, travailler pour un artiste implique de nombreuses autres composantes qui portent bien sûr sur des activités de création, mais aussi sur toute une série d'autres actions, des actions de recherche, de financement, de la formation qui continue, les entraînements dans les arts de la scène, qui sont quotidiens, les activités de répétition, etc., qui sont malheureusement souvent assimilables en fait dans ces professions à du travail invisible, du travail gratuit et un travail ou une somme en fait d'activités qui sont porteurs de ce que j'ai appelé dans certaines publications d'une précarité plurielle.
une précarité qui est certes économique, mais une précarité aussi qui est statutaire, identitaire, etc. Alors, rentrons dans le vif du sujet, c'est ça qui nous occupe ici, et puis au CRIMT aussi, c'est quoi travailler comme artiste? Est-ce que exercer une profession artistique, donc pas exercer un art comme amateur, mais comme professionnel d'un art, est-ce que c'est exercer un métier? Est-ce que c'est un vrai métier? Alors, une évidence, tout d'abord, une évidence empirique, c'est que la plupart des artistes définissent rarement, même pratiquement jamais, leur activité professionnelle, encore une fois artistique, comme un travail. Dans une recherche que j'avais menée sur la danse contemporaine, il mobilisait en fait toute une série de thèmes, le vivant, le sacré, l'inconstance, l'usure. C'était 4 concepts là qui étaient ressortis pour dire finalement ce que leur activité est comme travail. La recherche sur la transition de carrière, encore une fois, elle met en évidence que finalement le travail n'est jamais perçu comme tel par les artistes, sauf à des moments clés où justement ils pensent décrocher pour toute une série de raisons. Ce n'est pas ça que je vais développer aujourd'hui, mais à certains moments, on regarde dans le rétroviseur et puis apparaissent effectivement des éléments constitutifs de ce qui est aussi leur travail. Alors, c'est ma matrice de lecture, et puis, comme d'habitude, je n'ai aucune idée du temps, mais 3 zones d'invisibilité, 3 éléments constitutifs aussi du travail, et puis c'est ma grille de lecture, en fait, pour observer, pour qualifier ce que font ces organismes artistiques. La connexité, c'est la premier élément, finalement, fondamental du travail d'artiste. C'était mis en évidence par Howard Baker, par tous les premiers fondateurs, fondatrices, la sociologie du travail artistique, qui montre en fait que l'artiste comme travailleur est pris dans un réseau d'interdépendance avec une multitude d'acteurs dont il est, c'est ça, étroitement dépendant. C'est ce que j'ai appelé la composante relationnelle du travail. Deuxième composante, et elle est essentielle dans leur travail, c'est la manière dont ils gèrent et la manière dont existe aussi une multiplicité d'incertitudes qui pèsent sur leur activité et qu'ils et elles assument individuellement. Et donc, on s'était qualifié dans la littérature, dans une certaine littérature de carrière protéenne, pour montrer justement comment l'individu, en fait, assume seul ses risques. À l'échelle du Québec, ben, les artistes sont dans l'immense majorité, 97%, 97%, des artistes autonomes, des travailleurs indépendants. Et quand ils ont un statut de salarié, très souvent, ils cumulent le statut de travailleur indépendant et le statut de salarié. Troisième élément, c'est ce que j'appelais le régime de l'exceptionnalité. Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais on peut dire que c'est plutôt la dimension communautaire, la dimension collective de leur travail, qui est porteuse de toute une série de normes, de représentations, en fait, qui régulent leur milieu. Et régime de l'exceptionnalité, c'est parce que, et puis il y a beaucoup, c'est une source, en fait, beaucoup de formes de rationalisation de la précarité qui existe, des normes, etc., qui amènent justement à dire oui, mais on fait quelque chose qui est tellement atypique, qui est tellement exceptionnel, et puis c'est évidemment caricatural ici, mais qu'il y a une forme d'acceptation et de rationalisation en fait de tout ça. Pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on a observé? Et puis c'est plutôt l'analyse que j'avais faite avec Laurence Dubuc. Quels ont été les effets, en d'autres termes, des politiques publiques adressées au milieu artistique et culturel sur justement les marchés du travail et sur les milieux artistiques? Puis là, je reprends les 3 éléments, composante relationnelle. On voit clairement, en fait, sous l'effet des politiques publiques, un renforcement notable de la compétition entre les artistes et justement cette multitude de personnes, de professionnels avec lesquels ils sont interdépendants. L'accès au personnel technique, l'accès aux producteurs, l'accès aux diffuseurs, etc., a été considérablement compliqué, en fait,
sous l'effet précisément des politiques publiques et notamment de la fermeture des lieux de création, des lieux de diffusion. À partir du moment où ça réouvre, ben justement, les éclairagistes, tous ces corps de métier en fait dans les arts de la scène deviennent évidemment des ressources extrêmement rares et on voit une compétition interne en fait au milieu se renforcer, notamment entre les plus grandes organisations, entre les artistes et ceux qui ont une activité plus développée et des artistes plus à la marge. Deuxième élément, la dimension protéenne de la carrière, un renforcement en fait de la précarité dans toutes les composantes que j'ai indiquées tout à l'heure. Mais c'est très intéressant de voir quels ont été les effets en fait des aides financières en fait adressées aux artistes. C'était la première fois qu'ils avaient accès en fait à un revenu fixe en fait, phénomène de double trap là ou de double piège parce que justement une incapacité en fait des pouvoirs publics de penser que les artistes c'est pas justement une partie congrue du spectacle, mais c'est aussi des emplois abris dans le domaine de la formation des arts, dans toute une série de choses, etc., qui ont fortement augmenté en fait leur précarité. Troisième élément, le régime de l'exceptionnalité. Très largement, en fait, les politiques publiques ont tiré parti de ces normes justement internes aux communautés autour, et puis c'était incessant au Québec, là, de l'appel à se réinventer. Réinventez-vous, voilà des aides justement, notamment pour le numérique, diffusion en ligne, etc. Quels ont été les effets de ça? Vraiment une flambée du travail gratuit, une augmentation là, des pertes en fait des droits d'auteur, puisque tout ça est diffusé largement, etc. Alors, j'avance sur... Oui, je suis pas... Ok, parfait. Bon. En termes de littérature, sans rentrer dans tous les détails, c'est intéressant comment, en fait, la littérature, qui n'est pas si nombreuse finalement à l'égard des organismes artistiques, a traité en fait ce type d'organisation. Dans un discours peu connu, mais extrêmement intéressant, Michel Foucault parlait des lieux artistiques en fait comme des hétérotopies, hein, c'est-à-dire comme des utopies localisées, une utopie par nature et non localisée. Et puis l'hétérotopie, c'est ça, a cette singularité là, de permettre de mettre en relation et de permettre de s'ancrer dans un lieu, en fait, plusieurs lieux de la société, selon ces termes-là, qu'ils suspendent, neutralisent ou inversent. Il parle aussi de contre-emplacements, dans lesquels tous les emplacements réels que l'on peut trouver à l'intérieur d'une société sont à la fois représentés, contestés et inversés. Et donc, c'est des lieux ou des organisations en fait qui ont cette singularité-là et dont la nature finalement est fondamentalement politique. On retrouve là toute une série de travaux, ceux de Françoise Lucchini notamment, là, qui parlent de lieux pour penser, qui relèvent d'une dimension publique et qui sont producteurs d'une part d'une pensée de l'espace public et de l'autre en fait d'une pensée publique, voire assez logiquement en fait politique au sens large. Et si on voit effectivement ce qui s'est passé pendant la pandémie, pendant la période de confinement, l'Opéra de Paris, le parvis là, de l'Opéra de Paris, le Théâtre Royal du Parc à Bruxelles, ont été des lieux effectivement d'affirmation, de confrontation politique extrêmement fort. Alors, le cœur de ce que j'observe ici, encore une fois, c'est les premiers éléments d'une analyse qui n'est pas terminée. Que font en fait ces organismes artistiques d'un nouveau genre, là, les 27 que j'ai analysés ici? Mais elles croisent en fait dans les trois zones d'invisibilité que j'ai montrées, ce qui me semble apparaître comme trois logiques d'action. Alors, je les isole ici, c'est très théorique parce qu'en fait, dans les faits, elles se croisent fortement. Première logique d'action, et elles font appel, encore une fois, chacune, là, à ces trois zones d'invisibilité.
La première logique d'action, en fait, est une logique qui s'ancre dans une rationalité de partage et dans des actions de mutualisation de ressources dans un très large éventail de domaines inhérents au travail invisible de création et d'interprétation. Première chose qui est partagée, et je trouve ça assez fascinant, eu égard à ce que j'ai pu observer dans d'autres milieux, et puis c'est intéressant peut-être de mettre en perspective avec la première communication dans le monde de l'entreprise. Première chose qui est partagée, c'est la gouvernance. Et il y a énormément de créativité institutionnelle dans ce domaine-là, où justement, je pense que c'est un des traits caractéristiques de ce mouvement, c'est de mettre en place en fait des formes nouvelles d'autorité, de partage de l'autorité. On sort clairement de la figure classique et dominante de la compagnie chorégraphique, notamment dans les arts de la scène, où on a un ou une chorégraphe en position d'autorité et puis ses interprètes. Plein de formes, c'est ça, très créative, justement, de partage. La durée limitée des mandats de direction, on n'est pas chorégraphe à vie dans une compagnie, on l'est pour 1 an, on l'est pour 2 ans. Des directions partagées, et partagées au-delà de la formule aussi de la co-direction. Là, très clairement, c'est aussi autre chose que des co-directions. La montée et la transformation en puissance du rôle des commissaires artistiques. Les commissaires deviennent en fait beaucoup plus, aussi à travers des mandats limités dans le temps, un lien en fait avec les différentes communautés, en fait les communautés minoritaires qui sont souvent sous-représentées dans ces lieux-là, des artistes là, qui assurent vraiment le lien. Le recours à des panels hétérogènes destinés à se connecter à la diversité sociologique et artistique des milieux. Un double enjeu là-dedans qui apparaît très souvent dans les entretiens, c'est d'abolir le lien de dépendance entre les artistes et les organismes artistiques dans lesquels ils s'impliquent, y compris pour les chorégraphes. Deuxième enjeu, un enjeu d'inclusion et d'ouverture à la diversité des communautés. Deuxième chose que font beaucoup de ces organisations, c'est de partager les lieux artistiques, lieux de création, lieux de diffusion, qui évidemment sont une ressource critique et relativement rare, qui est captée en fait par les plus gros organismes. Les théâtres, la plupart des théâtres sont, je dirais, sont captés, c'est ça, par un organisme, une compagnie artistique. Toute une série d'actions, là notamment le Bercail, qui est un tout jeune organisme là, mis en place par 3 artistes de la danse, qui vise justement à fournir des espaces gratuits pour la pratique artistique. C'est ça. Troisième type de partage, le partage d'un large éventail de ressources et d'expertise dont l'accès est critique pour les artistes, à la fois parce que ces ressources sont rares et parce qu'elles sont centrales dans l'exécution d'une activité plurielle. L'accès à des ressources d'expertise comptable, un ou une artiste constamment, c'est ça. À mettre en place une comptabilité, parce que je ne l'ai pas indiqué, mais si on veut avoir accès à du financement public, il faut avoir une OBNL au Québec, une association, et donc tenir des comptes, etc., etc. Eh bien, les organismes artistiques offrent ce type de service, expertise comptable et administrative, soutien à la communication, gestion de la production et de la diffusion, etc. Encore une fois, on assiste à une très forte créativité institutionnelle là-dedans. On brouille les frontières, clairement, les frontières institutionnelles en faisant ça entre les organismes dits de création et les organismes dits de service. À l'échelle du Québec, c'est 2 lignes de financement. Et puis, en fait, souvent, c'est l'un et l'autre, ou c'est ni l'un ni l'autre. Et donc, ils sont là face à un vide, en fait, ou un décalage, en fait, par rapport aux aides qui leur sont apportées. Deuxième logique, qui est extrêmement intéressante, stimulante, c'est ce que j'ai appelé une logique de recentrage professionnel sur l'essence du métier de création, justement. Essayer de prendre en charge tout ce travail invisible qui tourne autour du travail de création, enlever ça, et puis encore une fois, ce travail-là est la principale cause de précarité du travail artistique, et donc permettre aux artistes en fait de se concentrer
sur ce travail-là de création, en enlevant en fait tout ce qui tourne autour. Dernière logique, et puis ça fait longtemps que je chasse sur ce terrain-là, en fait, sans véritablement avoir vu de substance. Et puis ici, elle émerge véritablement. On parle beaucoup au print, depuis pas si longtemps d'ailleurs, d'expressivité. Eh bien, elle est au cœur de cette transformation institutionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, c'est quelque chose qui est porteur d'une transformation du sens, des valeurs, de l'identité pour les artistes, et qui est de nature fondamentalement politique. Selon les organismes étudiés, effectivement, ça peut prendre la forme d'actions, de dispositifs qui permettent aux artistes de développer une parole publique, a voice, une voix dans la société, et qui peuvent prendre en fait trois formes principales. Des actions d'affirmation. Qui ils sont en fait? Qu'est-ce que l'art? C'est quoi une artiste dans la société, dans une ville, dans une communauté, etc. Deuxième type d'action expressive, des actions réflexives ou critiques sur le système, sur toute une série de choses. Troisième type d'action, des actions contestataires et revendicatrices. La dénonciation du travail gratuit, du poids des tâches administratives dans une course incessante à la recherche de financement, une dénonciation de la précarité des artistes indépendants aux marges des grandes compagnies là, qui captent souvent l'essentiel des financements. Mais c'est ça, c'est toute une série en fait d'éléments ici de nature expressive. La pieuvre, je terminerai sur cet exemple-là, la pieuvre, une organisation qui est née justement, un organisme qui est né pendant la pandémie, s'inscrit ouvertement là, dans une démarche qui qualifie eux-mêmes de politique. Et puis je cite quelques éléments de l'entretien. Notre but, c'était de lancer un pavé dans la mare au sein du milieu. On interroge le système. Que vaut l'art dans la société? C'est la question qu'il et elle pose. Quels sont les critères d'évaluation auxquels on se soumet comme artiste? Est-ce qu'on se reconnaît là-dedans? Voilà un peu le type de questions qui sont fondamentalement politiques et qui sont amenées par les artistes. Je termine là-dessus, mais c'est ça que j'essaie de mettre en évidence, c'est de dire en fait que nous disent ces organismes-là sur finalement le travail artistique. Et on voit que ce à quoi la loi les réduit, c'est-à-dire un petit travail contractuel, draine en réalité toute une série de choses, d'éléments en fait, qui sont vraiment au cœur à la fois de leur activité, mais aussi de ce qu'on peut considérer comme une action fondamentalement publique. Voilà, merci beaucoup.